Bienvenue à tous sur les chaînes parlementaires, c'est l'heure de Parlement Hebdo avec Marion. Bonjour Marion. Bonjour Mickaël. Ça va, tout va bien. Dans l'actu politique et parlementaire cette semaine, 3 jours de visite aux États-Unis pour François Hollande. Au programme, une conférence de presse avec Barack Obama, un déplacement dans la Silicon Valley. Seul ombre au tableau, Pierre Gattaz, patron des patrons. Invité dans les bagages du président, il a jeté le trouble à propos du pacte de compétitivité. Serge Dassault perd son immunité parlementaire. C'est par un vote à main levée que le bureau du Sénat a pris cette décision, demandée par la justice dans le cadre d'une enquête sur des achats présumés de voix à Corbeil-Essonnes. Le sénateur et industriel dit vouloir à présent prouver son innocence. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, place à un film d'animation à la française. Une fable écolo à destination des enfants, Tantilda, sorti en salle cette semaine, ou l'histoire d'une femme de 40 ans en lutte contre l'industrie agroalimentaire. François de Rugy, bonjour. Bonjour. Vous êtes engagé depuis 25 ans dans l'écologie. Vous êtes aujourd'hui coprésident du groupe écologiste à l'Assemblée nationale avec Barbara Pompili. Écoutez justement comment elle et vos collègues députés vous définissent. C'est un partenaire très loyal de la majorité. François de Rugy, c'est quelqu'un qui travaille d'abord. Voilà, c'est un président de groupe qui travaille, c'est quelqu'un qui compte dans le Parlement. Bon, on a des sujets de désaccord profonds avec lui, naturellement, je ne suis pas écologiste, mais voilà, j'ai du respect pour son travail. Compétent, il bosse, et puis une bonne vision politique. Ça fait des années qu'il a tracé une ligne qui à une époque dans le parti n'était pas forcément majoritaire sur le fait qu'il faut qu'on passe des alliances quand on est une force minoritaire. C'est un passionné de politique. C'est un bosseur, c'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a envie d'apporter sa pierre à l'édifice qu'on est en train de construire petit à petit ici. C'est un écologiste convaincu et c'est quelqu'un qui a un enthousiasme communicatif. Sur le plan politique, je ne me sens pas nécessairement très proche. Parfois, je le plains, comme Barbara Pompili d'ailleurs, parce que d'être co-président, comme elle, co-présidente d'un groupe, ça doit être difficile. Vous savez, il y a un petit proverbe populaire qui dit « il n'y a jamais deux crocodiles dans le même marigot ». Alors, est-ce si compliqué la coprésidence, François de Rugy? Non, pas du tout d'abord, parce que nous n'avons pas une mentalité de crocodile, justement, et surtout, nous avons voulu faire cela pour que tout le monde comprenne bien que le groupe écologiste était un groupe strictement paritaire. Il y a autant d'hommes que de femmes. Nous sommes assez attachés à cette idée, vous le savez. Nous avons été pionniers en la matière. On fête actuellement les 30 ans des Verts. Bien, il y a 30 ans, les Verts portaient déjà cela, et à l'époque, tout le monde était contre. Non seulement on nous riait au nez, mais on était contre. Et on l'a fait. On a, pour la première fois de notre histoire, un groupe parlementaire à l'Assemblée. Nous avons voulu que ça se voit qu'il y avait cette particularité. Et par ailleurs, on s'entend très bien. Parce que, évidemment, une coprésidence ne marche que si les deux personnes s'entendent bien. Alors, vous avez fêté les 30 ans des Verts fin janvier. Vous étiez l'un des premiers à prôner justement des alliances avec la gauche. Au départ, le parti est parti d'une stratégie d'indépendance vers ces alliances. Est-ce que cela a servi la cause écologiste au sens large? Ah oui, moi je pense que les écologistes, si on restait tout seul dans notre petit coin, on ne ferait rien. Il faut évidemment participer aux responsabilités. Et en démocratie, on ne participe jamais aux responsabilités tout seul. Hein, c'est un mythe, ça, de penser qu'un parti à lui tout seul pourrait tout contrôler. Mais en plus, les écologistes sont pour l'instant un parti minoritaire, il faut bien le dire. Les électeurs ne nous ont jamais confié la majorité ou même d'être le plus grand parti dans une coalition. Nous le souhaiterions, moi je le souhaite, je pense qu'un jour ça se produira. Mais en attendant, on ne va pas rester les bras ballants. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours souhaité qu'on prenne nos responsabilités, y compris dans des alliances. François de Rugy, comment va le moral? Parce qu'on croit à vos amis socialistes, c'est pas la grande forme. C'est vrai que la situation est difficile. La situation d'abord économique et sociale. Moi je pense qu'avant de se lamenter sur la situation politique, il faut quand même qu'on soit bien conscient que la France ne va pas bien. La situation économique, on parle des chiffres de la croissance qui sont un petit peu meilleurs de vous dans la majorité aussi. Hein. La situation politique, elle est aussi du coup à l'image de cette situation difficile. Et puis c'est vrai que depuis maintenant bientôt 2 ans, la ligne politique suivie par le président, le gouvernement, n'a pas toujours été claire. Elle a donné l'impression d'être un peu louvoyante. Donc ça n'a pas contribué à rendre les choses faciles dans la majorité, par exemple. Bon, on va commencer cette semaine politique, si vous le voulez bien, avec un meeting, un retour. Vous voyez de qui on veut parler ?
Nicolas Sarkozy a donc assisté à son premier meeting depuis 2012 et un geste fort de soutien pour la candidate à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet. Thibault Le Floch était sur place. Contrairement aux apparences, non, ce n'était pas un meeting de Nicolas Sarkozy. C'est pas un petit mot, je suis là par amitié pour Nathalie. Par amitié, par fidélité pour elle. Voilà. L'ancien président a fait le déplacement hier soir dans le 11e arrondissement pour soutenir son ex-porte-parole de la campagne présidentielle, désormais candidate à la mairie de Paris. Un soutien de poids pour Nathalie Kosciusko-Morizet qui a deux avantages. La présence de Nicolas Sarkozy a démultiplié l'attention médiatique autour de ce meeting et l'équipe de NKM espère que cela redonnera un coup de fouet à la campagne de leur candidate. On voyait bien quand même que les difficultés que nous avons connues dans l'établissement des listes nous empêchaient véritablement de creuser un écart avec les partis de gauche au pouvoir, qu'en réalité toute la France était en train de progresser de ce point de vue-là et qu'on avait besoin d'une impulsion supplémentaire. Et je crois que Nicolas Sarkozy est arrivé au bon moment, quand il fallait, où il fallait. Nicolas Sarkozy, justement, était au premier rang, mais il n'a pas pris la parole. À la tribune, Nathalie Kosciusko-Morizet, elle, n'a pas manqué d'adresser un clin d'œil à son invité de marque. J'ai l'impression que c'est presque Nicolas qui aurait pu me l'apprendre. Dans la vie, ce qu'on prend a beaucoup plus de saveur que ce qu'on vous donne. C'est un très beau geste qu'il fait. Moi, je sais que je peux compter sur son amitié, mais là, il vient en quelque sorte pour qu'on la partage avec tous ceux qui sont là, avec tous les Parisiens qui étaient ce soir au gymnase Japy. Ils étaient très nombreux et je trouve que voilà, c'est un beau geste, c'est très sympa. Un geste d'amitié donc de l'ancien président qui a renoué l'espace d'une soirée avec la reine politique. Bon alors, si vous aviez un doute sur le retour de Nicolas Sarkozy, il est levé ? Moi, j'ai jamais eu de doute. Ah. Quand j'étais député dans l'opposition, j'ai eu l'occasion de le rencontrer 3 fois avec un groupe de parlementaires de la majorité de l'opposition, travaillant à l'époque sur la crise. Et j'ai toujours été convaincu que c'était d'abord et avant tout un animal politique et que ce serait plus fort que lui. D'ailleurs, là, je pense que c'est ce qu'on voit. C'est plus fort que lui, il ne peut pas s'en empêcher. Message à la France ou à son camp ? Oh, c'est surtout, je crois, c'est aussi le plaisir qu'il prend à ce que des gens l'acclament, parce qu'on a bien vu que c'était lui qui était acclamé bien plus que Madame Kosciusko-Morizet. En revanche, j'entends que même à droite, il y a des gens qui trouvent que ça commence à faire un peu beaucoup, hein, cette façon de dire non, moi je suis retiré de la vie politique, et de multiplier les apparitions, notamment d'instrumentaliser même les concerts de sa femme, ce qui est un peu... En tout cas, voilà la campagne pour Paris nationalisée, il n'y a plus de doute aussi. Oui, mais ça, en revanche, je pense que c'est une erreur. C'est-à-dire que les élections municipales, ce sont des élections municipales. Et d'ailleurs, les sondages sur Paris montrent que les Parisiens et les Parisiennes, ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur parle de Paris et manifestement juger les projets pour Paris. Justement, c'est difficile pour le candidat écologiste en ce moment à Paris, Christophe Najewski. Oui, mais c'est toujours difficile quand il y a une tension médiatique, une attention médiatique qui est portée d'abord et avant tout sur 2 candidates. C'est difficile de faire exister un autre candidat, une autre liste avec un autre projet. Mais je crois que les Parisiens et les Parisiennes, plus justement ils vont se rapprocher de l'élection municipale, comme dans les autres villes de France, plus ils auront envie de juger les propositions concrètes pour leur ville. Et le projet écologiste qui est porté par Christophe Najewski sur Paris, c'est un projet extrêmement pertinent, concret. Quand vous voyez par exemple cette idée d'avoir un tramway le long de la Seine, voilà, ça c'est des choses qui vont servir la vie quotidienne des Parisiens, comme tout ce que les écologistes proposent dans les municipales. Anne Hidalgo a teinté son programme d'écologie. Est-ce que c'est suffisant dans son programme ? Il y a toujours la volonté dans les discours, comme vous dites, vous le dites très bien, de teinter de vert les discours. Mais le problème, c'est de passer à l'acte. On le voit dans la politique nationale comme dans la politique locale. Christophe Najewski sur Paris, par exemple, il a dit il y a eu une alerte à la pollution qui a duré quand même très longtemps à Paris et dans d'autres villes de France. Il a proposé la circulation alternée et là, il n'y avait plus personne. Alors, dans la suite de la semaine politique, mardi, la journée a été marquée par la visite du chef de l'État aux États-Unis. François Hollande s'est donc rendu 3 jours aux États-Unis. Au programme de la visite d'État, une conférence de presse commune avec Barack Obama pour évoquer la situation internationale. Un dossier sur lequel la France et les États-Unis sont en accord. Barack Obama et François Hollande ont multiplié les démonstrations d'amitié. Seul ombre au tableau, Pierre Gattaz, patron des patrons, invité dans les bagages du président, qui a jeté le trouble à propos du pacte de compétitivité. François Goulin.
Pierre Gattaz est en colère et il le fait savoir. Invité dans la délégation qui accompagne François Hollande aux États-Unis, le patron du MEDEF a dit tout le mal qu'il pensait du pacte de responsabilité du président de la République. Il n'y a pas de contrepartie prévue par le MEDEF en échange de la baisse des charges pour les entreprises. Au lendemain d'un séminaire du Parti socialiste sur la question, et alors que le PS est lui-même divisé sur le sujet, le gouvernement n'a pas très bien accueilli la critique. Je souhaite que M. Gattaz, quand il sera revenu en France, rencontre le plus vite possible les organisations syndicales, comme c'était prévu, pour engager le dialogue social vraiment sur le pacte. C'est très attendu. Donc je pense que le décalage horaire parfois peut poser des problèmes. Au sein de l'aile gauche du PS, c'est la consternation. Ceux qui justement avaient profité de la réunion d'hier pour demander que des contreparties concrètes en termes d'emploi et de salaire soient imposées aux entreprises sont aujourd'hui sceptiques. Je le sens mal ce pacte parce que je ne sais même pas aujourd'hui si, vu l'état d'esprit du MEDEF, cramponné à sa cupidité et à sa volonté d'avoir des chèques en blanc et sans engagement au service de l'emploi, je ne sais même pas s'il va aller au terme du processus envisagé. L'UMP, elle, se félicite que le MEDEF mette des bâtons dans les roues du gouvernement et de ce projet de pacte que l'opposition juge intenable. On arrête de réfléchir à imaginer des contreparties. C'est d'abord de baisser les charges, de redonner de la respiration à notre économie. Ça n'est pas d'inventer des contraintes supplémentaires aux entreprises. Il faut qu'une fois pour toutes, on comprenne ça. L'économie ne fonctionne pas comme ça. Ça n'est pas en tapant sur la tête des entreprises qu'on va y arriver. Pierre Gattaz rencontrera les organisations syndicales dans quelques jours pour discuter d'un plan d'action. Dans ce climat tendu, il a promis de proposer non pas des contreparties, mais des engagements en matière d'emploi. C'était donc mardi. Depuis, Pierre Gattaz est revenu sur ses propos. François de Rugy, est-ce qu'il peut y avoir un pacte de responsabilité sans contrepartie chiffrée ? Il faut qu'il y ait des contreparties. D'ailleurs, le président de la République... Elle doit être chiffrée ? Oui, écoutez, le MEDEF lui-même avait parlé au départ de 100 milliards d'euros de baisse de charges et de cotisations et 1 million d'emplois créés en 5 ans. Bon, moi je fais un calcul simple, hein. Si on est sur 30 milliards, ça fait 300 000. Bon, je vois pas pourquoi d'un seul coup le MEDEF est aux abonnés absents, essaye de se défausser, de se défiler. Moi, ce que j'ai surtout l'impression que ça me donne, c'est que en fait, le MEDEF avec Pierre Gattaz a dit on va être un MEDEF de combat. Mais là, c'est même plus un MEDEF de combat, c'est une espèce de parti d'opposition. Hein, je crois que l'économie française, les entreprises françaises, elles ne méritent pas cela. Et d'ailleurs, moi, les entreprises que je rencontre, les chefs d'entreprise que je rencontre, ils ne me tiennent pas ce discours-là. C'est vrai que contraindre, obliger, c'est pas fait pour un bon rapport de force avec les entreprises, notamment. On n'emploie pas forcément le bon vocabulaire. Non, mais quand vous parlez de pacte, vous ne parlez pas de contraindre ou d'obliger. Vous parlez justement d'un pacte. Si on entend la droite ou le MEDEF, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais... veut dire contrepartie, veut dire contraindre. Écoutez, la droite, moi je veux bien, mais enfin, l'économie française, elle a décroché depuis 2002. Hein, ça fait plus de 10 ans que la compétitivité française décroche. Donc je pense que la droite devrait être discrète. Par ailleurs, sur les économies, les dépenses qu'il faudrait baisser, c'est pareil, elles ont explosé pendant les quinquennats précédents. Donc là aussi, faisons preuve de modestie. C'est pour ça que moi je dis 100 milliards, c'était quand même un peu dans le monde de je sais pas d'où, mais pas dans le monde réel. Hein, dans le monde virtuel peut-être, sur la Lune, mais pas dans le monde réel. Donc là, on propose 30 milliards. C'est un effort énorme. Si on doit le faire financer entièrement par des économies, c'est un effort très important. Ou alors c'est le déficit aussi qui va repartir à la hausse. Il faut quand même être concret sur ces choses-là. Je sais que moi je suis convaincu qu'il faut faire quelque chose pour la compétitivité des entreprises. Je suis convaincu qu'il y a une question autour du coût du travail qu'on ne peut pas éluder. Mais on ne peut pas s'envoyer comme ça des espèces de revendications un jour et puis quand on dit rentrons dans la négociation, alors là le MEDEF repart à reculons. François de Rugy, en l'état, est-ce que vous voterez, vous, la confiance au gouvernement telle qu'elle a été demandée par le président de la République ? Nous, on est dans le gouvernement, donc on ne va pas voter la censure du gouvernement. Il faut quand même être cohérent. Quand même de la en confiance. Revanche, pour ce qui est du contenu de ce pacte de responsabilité, il y a encore besoin de savoir, vraiment, de bien dessiner les contours, ce qui pour l'instant n'est pas totalement le cas, disons-le. D'accord. Mardi toujours, la Cour des comptes a présenté son rapport annuel sur l'utilisation des deniers publics et presque comme d'habitude, l'institution exhorte le gouvernement à réduire davantage les dépenses publiques. Écoutez Didier Migaud. Nous constatons, je tiens à le dire, un effort considérable de notre pays pour mieux maîtriser les comptes publics, mais les résultats sont plus limités, plus lents qu'ils n'étaient prévus. Il y a
un risque sur 2013 que l'objectif de déficit de 4,1% soit dépassé. Parce que la croissance n'est pas celle qui était prévue, parce qu'il y a eu également un calcul un peu optimiste des prévisions de recettes. Et en cette fin de semaine, on a appris que l'INSEE avait revu un peu la croissance à la hausse pour 2013 à 0,3% au quatrième trimestre. C'est une éclaircie, mais il n'y a pas de quoi encore sauter au plafond. Hein. Ah non, c'est évident que la situation économique reste très difficile et je pense que honnêtement ça ne sert pas à grand chose de faire beaucoup de commentaires sur plus 0,1, moins 0,1. La vérité c'est quand même que depuis la crise, depuis le déclenchement de la crise il y a maintenant plus de 5 ans, nous n'avons toujours pas retrouvé le niveau de production qu'il y avait avant la crise, alors que d'autres pays l'ont fait. Donc c'est ça c'est vraiment cette question-là qu'il faut se poser. C'est parce que je pense que l'économie française, elle est un peu sous l'éteignoir. On peut pas dire, on n'a pas connu, et tant mieux, des récessions violentes comme d'autres pays, mais du coup c'est une espèce de stagnation dans la durée, et ça on ne peut pas s'y résigner. Il n'y a pas de fatalité à cela. Nous, ce que nous pensons, c'est que se fixer des objectifs de déficit à 3%, etc., c'est complètement hors de propos. Ce qui compte, c'est de s'engager dans une trajectoire. Ça, c'est vrai, dans une trajectoire de réduction des déficits non plus. Oui, mais il faut arrêter de se fixer des objectifs qui sont intenables. Parce que du coup, c'est... 3%, c'est intenable ? Ah ben, évidemment que c'est intenable, même pour 2014. Enfin, vous avez vu ce que dit le président de la Cour des comptes sur 2013. Bien sûr. On nous avait parlé, vous vous souvenez que... c'est pas ce que dit le ministre de l'économie. Lui, il dit on sera peut-être à 3% l'année prochaine. C'est pas crédible et c'est pas sérieux et moi je le regrette. Et je pense que la parole, justement, politique sur l'économie a perdu beaucoup de crédibilité à cause de ces déclarations successives. Je vous rappelle qu'en septembre 2012, on nous a fait voter, nous on n'a pas voulu le voter, hein, le traité européen qui était censé être vraiment la discipline budgétaire. On allait voir ce qu'on allait voir et puis on allait s'y tenir. Et puis 3% en 2013. En 2013, on devait faire 3%. Ce sera plus de 4%. Donc il faut revenir sur des choses sérieuses, réalistes. Oui, il faut réduire les déficits dans la durée, mais si on fait des impôts supplémentaires encore pour réduire les déficits, en fait, ils vont s'aggraver parce que l'économie va être encore plus sous l'étouffoir. Alors justement, la Cour des comptes émet des recommandations, des préconisations. Est-ce qu'il faut les suivre ? Notamment, par exemple, le ralentissement des dépenses de santé, gel du point d'indice des fonctionnaires. Disons que la Cour des comptes, elle est là pour éclairer nos choix, elle est là dans son rôle, mais c'est pas la Cour des comptes qui fait la politique économique et budgétaire. Est-ce que ce sont de bonnes idées ? Est-ce que ce sont de bonnes pistes ? Il y a des choses qui sont des bonnes pistes, oui, par exemple sur les dépenses de santé, l'idée de faire appel davantage aux médicaments génériques, de faire davantage, vous savez c'est un peu compliqué, mais c'est ce qu'on appelle l'hospitalisation ambulatoire, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller passer une nuit ou plusieurs nuits à l'hôpital, peut-être vous pouvez avoir une opération et rentrer chez vous le soir, donc c'est en plus un gain, je pense, pour les patients. Non, ça je crois que, alors là, ces mesures-là, justement, on en touche les limites. Sur la table si on croit... Oui, mais si on est uniquement dans l'espèce de mesures comme ça, de rabots généralisés, mais qui ne s'attaquent pas aux structures, alors là, je pense qu'en effet, on n'y arrivera jamais. Moi, je plaide depuis longtemps pour qu'il y ait des réformes de structure. La décentralisation, et la Cour des comptes le dit aussi, le président de la République a relancé la décentralisation qui, disons-le, était à l'arrêt. C'est fondamental d'aller au bout. Ça ne va pas produire d'ailleurs évidemment des économies dès l'année prochaine. Mais en revanche, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, là ce sera du durable. Vous avez entendu Marion, c'est un tabou ou pas ? Le gel du point d'indice des fonctionnaires. Mais c'est pas que c'est une question d'un tabou, c'est que c'est concret. Est-ce que le pouvoir d'achat des fonctionnaires ne peut pas y toucher, on ne peut pas en discuter. Gelé, mais attendez, le point d'indice, il est gelé déjà, il a déjà été gelé plusieurs années de suite. Ce qui est en cause, c'est d'essayer de rajouter à cela stopper les avancements. Donc si vous voulez, pour les agents publics, quelle que soit leur catégorie, enfin je rappelle que les agents de catégorie C, c'est des petits salaires. S'ils doivent avoir non seulement aucune augmentation de salaire générale, mais aucun avancement, alors là, évidemment que ça va finir par créer une tension forte, et à juste titre, dans la fonction publique. Alors mardi, toujours, Jean-Marc Ayrault a convoqué une réunion interministérielle sur l'intégration. Un dossier explosif après plusieurs rapports qui avaient fait grand bruit. Une feuille de route a été adoptée avec 2 axes, l'accueil et la lutte contre les discriminations. Le Premier ministre a par ailleurs répondu à ceux qui l'accusent d'attiser le vote communautaire. Écoutez-le. Et il n'est pas question pour la gauche de renoncer à traiter cette question au prétexte que des opposants ou des commentateurs cherchent à l'instrumentaliser à tout prix. Ce que nous voulons démontrer avec cette feuille de route que nous avons adoptée cet après-midi, c'est que nous voulons traiter sereinement, de façon apaisée, cette importante question pour le vivre ensemble
des Français. Alors François de Rugy, ce devait être un gros chantier et finalement on découvre des mesures consensuelles, pas de moyens supplémentaires, vous êtes déçus ? Surtout, je pense que là aussi, ça montre que la méthode qui avait consisté à commander des rapports, vous vous souvenez qu'il y a eu des polémiques d'ailleurs autour de ces rapports, n'est pas une bonne méthode. Parce que entre Cécile Duflot, Manuel Valls, on s'en rappelle. Oui, par ailleurs, il y a eu aussi ça, mais je veux dire que c'est un sujet en effet grave, hein, les discriminations, mais il y a aussi par ailleurs la question du vivre ensemble. Ça apparaît un peu théorique, mais c'est une réalité bien concrète dans les villes, les quartiers, les villages de France. On voit bien qu'il y a des crispations identitaires de différentes formes, religieuses pour certains, autour de l'identité nationale pour d'autres, même autour de la famille, etc. Ça peut se comprendre par certains côtés, parce que le monde change, donc le réflexe de vouloir se crisper sur l'existant, ou même sur un monde qui est en train de devenir complètement bouleversé, mais en même temps, la responsabilité du politique, c'est de remettre, je pense, les choses en perspective. Oui, notre société, elle évolue. Oui, ce n'est pas quelque chose qui doit être dramatique, bien au contraire. Il y a des aspects très positifs. Il faut essayer de le faire sereinement. Ce n'est pas facile. Le Front National instrumentalise ça à longueur de journée, mais c'est pas pour autant, en effet, le Premier ministre a raison, qu'on doit arrêter d'en parler ou arrêter de traiter le sujet. Le CV anonyme, c'est pas fait, renvoyé à plus tard. Dommage. Oui, c'est un peu dommage. Sur le CV anonyme, je pense qu'on a été nombreux, y compris parmi les parlementaires de tous bords, à plaider pour ça. Après, c'est pas une recette miracle non plus. Il faut pas croire que uniquement parce que comme ça on efface le nom, on va effacer tous les problèmes qui sont plus structurels. Moi, je pense par exemple que l'école a un rôle fondamental à jouer, que la crise de l'école, là, ça c'est une crise extrêmement inquiétante avec le recul des résultats de l'école. Et par ailleurs, on le voit, les inégalités. Maintenant, l'école devient plutôt un facteur d'aggravation en quelque sorte des inégalités, c'est un comble, alors que la volonté de la République française a toujours été de faire de l'école un lieu d'émancipation. Maîtrise du français pour avoir un titre de séjour. Oui, mais ça me paraît tout à fait légitime, bien sûr. Mais moi, je crois d'ailleurs. C'est Manuel Valls qui le propose, c'est bien. Oui, mais bien sûr. Mais moi, j'ai fait un jour un voyage en Israël. Israël, c'est un pays d'immigration. C'est 100% des immigrés successifs. Et il en arrive tout le temps. Et le pays cherche à en avoir pour tout un tas de raisons, y compris critiquables, mais c'est ainsi. Eh bien, la première chose qui est faite, moi j'ai demandé aux Israéliens, je dis, comment vous faites ? Il y a des tensions d'ailleurs fortes au sein de la population israélienne. Mais il y a cette volonté, les 6 premiers mois, obligation d'apprendre la langue, et on y met des moyens. Ça contribue évidemment à ce que les gens puissent vivre ensemble. Vous êtes d'accord avec Manuel Valls, c'est bien ça. Mais ça m'arrive, bien sûr. Allez, on va passer au mercredi. Le Sénat lève l'immunité de Serge Dassault. La troisième a été la bonne. C'était la troisième demande de la justice et cette fois, le bureau des Sénats a décidé de lever l'immunité du parlementaire Serge Dassault. Les juges pourront donc l'entendre, s'ils le décident, sous le régime de la garde à vue. Explications et réactions avec Paul Bouffard. Rien ne filtre de la réunion. 9h30, le bureau du Sénat se retrouve. Aucun commentaire, pas même une image de la salle. À l'écart, les journalistes attendent le verdict et les sénateurs, comme si de rien n'était, lisent les journaux. Midi 20, c'est bien Jean-Pierre Bel, président du Sénat, qui vient en personne annoncer le verdict. L'immunité parlementaire de Serge Dassault est levée. 14 membres de gauche pour, 10 sénateurs UMP et centristes refusent de prendre part au vote. À noter, 2 absences. Lorsqu'on est en politique, on a des convictions, il faut les tenir, il faut être ferme. On a essayé quelquefois de m'en dissuader, mais là, le cap était tracé, je suis allé jusqu'au bout, bien sûr. À la sortie, les réactions sont immédiates. Ça n'a duré que 30 secondes selon Marie-Noëlle Lienemann. Le vote a eu lieu tout de suite, pas de débat sur le cas Dassault. Le Sénat a bien clarifié que l'exception, la levée d'immunité parlementaire, c'est l'exception. Elle ne doit être déclenchée que quand il s'agit de préserver la liberté d'expression et d'action et de vote du parlementaire et non pas considérer que ce serait une justice d'exception. Dans les couloirs, on attend les commentaires UMP qui n'ont pas pris part au vote. Ils viendront de Jean-Claude Carle. Nous avons eu un débat avant sur la proposition du président d'un vote à main levée. Nous sommes opposés à un vote à main levée parce que nous sommes attachés au secret du vote qui est, j'allais dire, constitutionnel. C'est indépendamment du cas de M. Dassault puisque le débat a eu lieu avant. Nous l'aurions fait pour un tout autre cas que celui de M. Dassault. Ironie du sort, c'est un vote à main levée qui permettrait bien aujourd'hui aux magistrats du pôle financier de placer l'industriel de 88 ans en garde à vue dans l'affaire d'achat de voix à Corbeil-Essonnes. Bon, moi, ça aura servi à quelque chose, c'est que désormais, le vote se fait à main levée. C'est une bonne chose aussi pour l'institution Sénat.
Oui, mais enfin, c'est quand même surtout dramatique d'en arriver là. C'est-à-dire que, enfin, moi, je vais vous dire, dans cette affaire, je trouve que c'est une succession de choses choquantes. D'abord, M. Dassault, pour moi, il devrait même pas pouvoir être sénateur. C'est pas normal que quelqu'un qui est à la tête d'un groupe industriel aussi puissant, avec des liens avec l'État qui sont extrêmement forts, puisque je rappelle que c'est un groupe qui fournit des équipements militaires, notamment l'avion Rafale. Il est à la tête d'un journal, Le Figaro, et en plus de ça, il se fait élire sénateur, et en plus de ça, il le fait pour échapper aux éventuelles, même pas condamnation, aux éventuelles enquêtes judiciaires en essayant de se protéger avec l'immunité parlementaire. C'est insupportable. Et moi, franchement, je trouve que à la fois la question du cumul des conflits d'intérêts, on en a beaucoup parlé, moi je trouve que ce cas-là, il devrait plus exister avec une loi correcte sur les conflits d'intérêts. Et puis, deuxièmement, la question, par ailleurs, du Sénat, elle est aussi posée, parce qu'il ait fallu s'y reprendre à autant de fois et qu'il y a eu d'abord un vote dont on n'a jamais su pourquoi. C'est le vote de scrutin qui est comme ça. Oui, mais enfin, excusez-moi, c'est des pratiques politiques qui sont plus acceptables. Et le Sénat, quand même, les accumule ces derniers temps, puisqu'il a aussi refusé la loi qui restreignait le cumul des mandats. Et je comprends pas ce que vous dites quand vous dites c'est le Sénat qui est en question. Vous voulez aller où exactement? Le bicamérisme, etc. Non, je pense que... Non, moi, je suis attaché justement au fait qu'il y ait deux chambres. Mais le Sénat doit se réformer en profondeur. Je l'ai dit aussi pour l'Assemblée nationale. Je veux dire, nous, on a eu le cas dans le précédent mandat. Moi, j'étais membre du bureau de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas fait de difficulté. La levée de l'immunité parlementaire qui était une députée socialiste, nous l'avons voté. D'ailleurs, que nous soyons à l'époque de gauche ou de droite, nous l'avons fait. Au-delà justement du Sénat, l'immunité parlementaire, elle a encore un sens aujourd'hui. Est-ce qu'elle doit encore exister ? Oui, elle peut avoir un sens parce qu'on voit bien qu'il peut y avoir dans la judiciarisation de la société parfois une instrumentalisation par des opposants politiques de la justice. Ça, il faut en être conscient. Donc c'est un garde-fou. Mais c'est un garde-fou qu'il faut évidemment utiliser avec raison. Encore une fois, je vous le dis à l'Assemblée nationale, quand c'est arrivé, nous avons donné droit aux juges d'entendre des collègues. Par ailleurs, c'est extrêmement rare. Donc il ne faudrait pas que les Français en concluent à cause d'un énergumène, si j'ai envie de dire comme Dassault, que tous les politiques cherchent à se protéger derrière une immunité. François de Rugy, on va s'arrêter cette fois sur un sondage qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Il concerne les idées du Front National. C'est notre Zoom de la semaine. Bonjour Edouard Le Cerf. Bonjour. Vous êtes directeur de l'Institut de sondage TNS Sofres. C'est un sondage pour Le Monde, France Info, Canal+, qui a fait beaucoup parler de lui cette semaine. Notamment, il concerne le racinement des idées du Front National. On est à 30 jours des élections municipales, ça a forcément un impact. Et un chiffre d'abord, 34% des Français adhèrent aux positions du Front National. Ça vous a surpris ce chiffre ? C'est le chiffre le plus élevé que l'on ait mesuré depuis 30 ans. On fait cette enquête depuis 30 ans. C'est 2 points de plus que ce que l'on avait mesuré l'année dernière. Et c'est effectivement depuis une dizaine d'années un progrès continu. Alors il faut faire attention à la question. C'est l'accord avec les idées défendues par le Front National. Il y a un point qui est important, défendu par le Front National. Aujourd'hui, ces idées, et c'est un des éléments qui explique effectivement ce mouvement, ce ne sont des idées qui sont défendues par le Front National, pas uniquement par lui. Et d'ailleurs, on le voit, c'est au sein, par exemple, de sympathisants de l'UMP que le mouvement est le plus fort en tout cas en évolution par rapport à l'année dernière, puisqu'ils gagnent 4 points de ce côté-là, ils sont au-dessus de 40%. Mais alors, qui gagne, le FN ou la personnalité de sa présidente ? Vous avez raison, c'est un point très très précis, parce que le FN a, avec un certain nombre d'idées, une capacité à capter un certain nombre de mécontentements, la capacité à pouvoir représenter effectivement ces mécontentements, de les exprimer, mais il faut quelqu'un pour les exprimer. Et on le voit bien, l'image de Marine Le Pen est effectivement un des éléments qui permettent la porosité dont on a parlé. Comment vous expliquez qu'à la fois le taux d'adhésion est à un niveau historique et finalement un partisan sur 2 de l'UMP estime que le Front National est dangereux pour la société ? Dangereux pour la démocratie, absolument, c'est la question, parce que c'est un... C'est un peu contradictoire. Ça n'est pas complètement contradictoire. Vous pouvez être en accord avec des idées défendues par, et pas forcément avec le parti en lui-même. Et c'est vrai que le pivot entre les deux, on en parlait tout à l'heure, c'est Marine Le Pen. Le danger pour la démocratie, c'est un danger, c'est-à-dire un danger du pouvoir. Et c'est peut-être la dernière barrière, le dernier élément, et les élections vont être aussi un moyen de voir quelle manière cette barrière va résister, c'est celle de est-ce que le Front National est un parti de gouvernement ? Est-ce que le Front National, au-delà de ses idées, peut les mettre en œuvre ? Et là, il y a encore des résistances fortes dans l'opinion. François de Rugy, quand vous avez pris connaissance de ce sondage, quelle réflexion vous avez eue en tout cas ? D'abord, moi je voudrais quand même dire que je suis un peu étonné qu'on fasse des sondages d'études comme ça sur un seul parti.
Je pense, en tout cas le journal Le Monde ne fait jamais sa une sur le fait de savoir s'il y a plus ou moins d'accord avec les idées défendues par le Parti Socialiste, par l'UMP ou par exemple par les écologistes. Moi je trouverais ça intéressant, au moins on a une comparaison. Je crains malheureusement d'ailleurs que l'adhésion aux idées défendues par le Parti Socialiste ou les autres soit plutôt basse par ailleurs. Mais parce que on voit bien, le rejet des partis politiques est assez fort. Je pense que ce qui est intéressant, c'est en effet ce paradoxe. D'un côté, il y a en effet une imprégnation, un ancrage du Front National dans la société française. C'est pas une découverte, ça fait quand même 30 ans que ça dure, là aussi, électoralement parlant, et avec des pics qui sont, ces dernières années, en tout cas à la présidentielle de 2012, plus forts. Mais en même temps, il y a encore un rejet assez massif de propositions pourtant phares pour le Front National, c'est-à-dire la sortie de l'euro, quelque chose d'un peu nouveau que Marine Le Pen a mis, mais même la préférence nationale. Et ça, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire que je pense que même des Français qui votent pour le Front National, dans le fond, ne souhaitent pas qu'il gouverne ou qu'ils mettent en application ces idées. C'est ça qui est assez paradoxal, et je pense qu'il faut toujours redire que si telles et telles idées étaient mises en œuvre, ce serait catastrophique. C'est vrai que c'est deux points clés du discours du Front National aujourd'hui, et de propositions qui sont rejetées par les Français. L'approbation reste minoritaire, c'est intéressant de voir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les Français, on va parler des Français dans leur ensemble, même s'il y a des variations naturellement par catégorie, il y a une différence entre le macro et le micro, j'allais dire en quelque sorte. Le micro, le local, le quotidien. Et c'est les éléments sur lesquels, effectivement, le Front National et sa présidente sont reconnus comme étant capables de porter un certain discours qui a un certain impact, qui fait écho à un certain nombre de situations. Écho auprès de certaines populations plus que d'autres, les populations en difficulté, les ouvriers, les chômeurs, parfois les jeunes. Mais c'est vrai que le macro, lorsqu'on en arrive aux solutions globales, et vous le citiez très justement, effectivement, que ce soit sur l'euro, que ce soit sur la préférence nationale, ou que ce soit sur d'autres thèmes de société, effectivement, sur lesquels on voit la société, heureusement, évoluer, j'allais dire, dans un sens plus ouvert vers l'autre. Il y a cet équilibre-là. Et c'est ce qui fait sans doute la limite de la capacité du Front National à aujourd'hui être ce parti potentiellement de gouvernement. Marine Le Pen se défend pour dire que c'est un parti qui n'est pas qu'un parti de protestation. C'est vrai que les choses sont encore partagées dans le pays. Quel impact pour les municipales? On a vu notamment pour l'UMP. Oui, un impact important parce que c'est vrai que on pose là aussi une question de manière très régulière de quelle attitude doivent avoir les partis à l'égard du Front National, et notamment en période électorale. Et on le voit bien dans notre dernière enquête, on a 37% quand même des sympathisants de l'UMP qui disent oui, qu'il peut y avoir des alliances. Alors ils privilégient d'abord les alliances au niveau local plutôt que les alliances nationales. Donc c'est un parti pas tout à fait comme les autres, mais avec lequel on est prêt à faire des alliances. Là aussi, il faut faire attention. Qu'est-ce que ça veut dire pour un sympathisant de l'UMP? Ça peut vouloir dire je suis prêt à faire des alliances pour faire gagner mon candidat. Il faut faire attention. En un mot, le Front National peut gagner de grandes villes? Ça va être très intéressant de voir de quelle manière le Front National va évoluer. Il va y avoir 15 clés de décryptage différentes en fonction du nombre de candidats, en fonction de son score, comparé aux précédentes élections municipales. Il n'y avait pas le même nombre de candidats par rapport au score de Marine Le Pen, etc. Ce seront des symboles sans doute, mais aussi le nombre de triangulaires provoqués et au final le nombre de conseillers municipaux qui pourraient être élus. Merci Édouard Le Cerf. Alors après les municipales, le vote blanc sera reconnu. Le Parlement a définitivement adopté la proposition de loi de l'UDI. C'est donc aux élections européennes que le calcul du vote blanc sera appliqué pour la première fois. Ils seront comptés séparément des votes nuls. Édouard Le Cerf, en un mot, est-ce que ça peut avoir quand même une incidence sur les votes, cette comptabilisation du vote blanc à partir des européennes? On a vu lors des dernières élections et les précédents scrutins qu'effectivement il y a une montée assez importante du vote, mais du non-vote, c'est-à-dire du vote à travers le blanc et le nul. La reconnaissance, ça peut donner à certains l'idée de pouvoir effectivement plus largement exprimer cet élément-là. Ça peut permettre éventuellement de ne pas voir la participation continuer à baisser, ce qui n'est pas le cas lors de la dernière présidentielle, mais c'est quand même une tendance de fond. Ça sera intéressant de voir quel sera l'impact. Qu'est-ce que cela voudra dire? Effectivement, dire que c'est un vote de rejet, mais je vais voter quand même, c'est une manière malgré tout de garder certains électeurs qui auraient envie de repousser le vote comme un élément d'expression. On peut se demander quand même à quoi ça sert s'ils sont comptés à part. Si, c'est utile par rapport à, vous savez bien, on mélangeait les blancs et les nuls, et donc là, on peut dire le vote blanc. Bon. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il aurait fallu faire, et moi je continuerai à plaider pour ça, même si c'est pas toujours très populaire, faire le vote obligatoire dans le même mouvement, parce qu'à ce moment-là, c'est logique. Vous êtes obligé d'aller voter, mais s'il aucun candidat ne vous convient, vous avez le vote blanc. Mais si on ajoute le vote blanc à l'abstention, parce que finalement c'est ça qui va se passer, on va dire le taux d'abstention a baissé, ah oui mais les blancs ont augmenté, bon on ne sera pas plus avancé. Donc je pense que ça c'est quand même un problème, parce qu'on le voit à chaque élection, il faut quand même être conscient de cela. Tous les Français, et les instituts de sondage ont du mal d'ailleurs avec ça, ne votent pas, leur taux de participation n'est pas le même. Et moi j'avais fait une petite étude sur ma commune en 2008 au municipal, et bien selon l'âge,
plus de 60 ans, 2 fois plus de taux de participation que moins de 40 ans. Donc ça pose quand même un problème démocratique, ces distorsions qu'il y a dans la participation aux élections. Ah, ça va vous donner encore un peu de travail pour les futures élections européennes et dans le... Ça va falloir recompter tout ça. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur ce sondage. Retour à la semaine politique. Jeudi, le rapport de force entre patronat et syndicats sur le régime des intermittents. Le MEDEF veut mettre fin à ce régime spécial des intermittents, inacceptable pour le représentant de la CGT qui a déchiré hier le projet de réforme du patronat. Les négociations sont tendues. Les intermittents ont occupé hier pendant quelques heures le ministère de la Culture. Vous le voyez, la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, a reçu une délégation. Elle a réitéré son attachement au régime d'assurance chômage des intermittents et considéré que les propositions du MEDEF étaient de la provocation. Les intermittents qui ont annoncé une journée de mobilisation nationale le 27 février. François de Rugy, le MEDEF a-t-il franchi la ligne rouge ? Si vous voulez, c'est toujours le même problème, c'est que quand on a un MEDEF qui se veut provocateur, vous avez en face des syndicats de salariés du coup qui répondent sur le même ton, parce que déchirer des papiers alors qu'on est censé être dans une négociation, ça va pas nous avancer beaucoup. La question des intermittents, c'est une question récurrente, on le sait bien, et en fait, c'est pas tellement... Il y a un régime spécial, c'est vrai, le mode de calcul n'est pas du tout le même que pour les autres demandeurs d'emploi. Il est justifié par les spécificités d'un certain nombre de métiers du spectacle, mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui cotisent à ce régime qui ne relève pas en réalité du métier du spectacle? Et deuxièmement, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est une forme de subvention à la création culturelle. Il faut l'assumer. Mais donc, il faut que ce soit un financement qui soit universel et non pas un financement uniquement sur la base des salariés. Parce que là, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça ne colle pas puisque le régime ne s'équilibre pas. Après, sur les autres propositions, oui, il y a un côté que je trouve trop provocateur pour être, encore une fois, on n'est pas dans le concret, on n'est pas dans la réalité. Il faut réduire le déficit de l'assurance chômage, sinon l'assurance chômage, elle va exploser un jour ou l'autre et ça, personne ne peut le souhaiter. Donc il faut à la fois réfléchir au mode d'indemnisation et surtout au financement, parce qu'on sait très bien depuis très longtemps qu'il y a un problème de financement. Il faut donc remettre sur la table les régimes spéciaux pour en discuter tout du moins. Pour l'indemnisation du chômage, c'est pas tellement des régimes spéciaux, à part les intermittents du spectacle, c'est pour les retraites qu'il y a des régimes spéciaux, mais pour l'indemnisation du chômage, il y a plein de choses qui sont en cause. Parce que certains parlent de réduire la durée d'indemnisation. Bon, on pourrait l'accepter, mais s'il y avait plus de perspectives de retrouver des emplois, non seulement par l'économie, mais aussi par l'aide, l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Moi, ce que je constate, c'est que, évidemment, Pôle emploi est complètement débordé aujourd'hui. Vous savez que le comble, c'est qu'un pays comme la France a moins d'agents à accompagner les demandeurs d'emploi que la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, avec un pays qu'on dit beaucoup plus libéral, etc., il y a un taux, si on peut dire, d'encadrement, d'accompagnement qui est beaucoup plus élevé qu'en France. François de Rugy, on va changer de sujet. Je vais vous emmener au cinéma cette semaine. Le Plus de l'Hebdo s'intéresse à un film d'animation pas comme les autres. Tante Hilda, cette semaine sur vos écrans, c'est l'histoire d'une quadra amoureuse de la nature. Elle vit dans une forme de bulle végétale protégée. Elle rentre en guerre contre l'industrie agroalimentaire et contre les multinationales qui a décidé de concocter une céréale miracle, un film d'animation écolo, rigolo, mais pas que. Simon Barbarie nous explique tout ça. Bonjour mes chéris, je suis de retour. Elle s'appelle Hilda, Tante Hilda. Botaniste et écologiste chevronnée, elle grimpe à vélo tous les matins une immense pente pour rejoindre sa serre géante. Ce personnage titre du dernier film d'animation de Jacques-Rémy Girert en salle cette semaine va devoir se battre contre l'expansion d'une nouvelle céréale génétiquement modifiée, l'athylème, créée par la multinationale de l'odieuse et cupide Dolores. Les plantes sont capables de grandir façon géante et dégager une énergie de dingue. Quand on aura passé toutes nos cultures au LGO, les bénéfices vont grimper, mes cocos. Si l'esthétisme aux effets d'aquarelle de ce dessin animé fleure bon la production artisanale, la problématique manichéenne, partagée entre défenseurs et destructeurs de l'environnement, dénature quelque peu le propos des auteurs. La science et l'écologie sont trop souvent présentées comme incompatibles et la recherche scientifique comme un outil au service d'intérêts mercantiles. Mesdames et messieurs, Athylème! C'est une révolution. Grâce à Athylème, la faim dans le monde est en voie de disparition. Elle va régler tous nos problèmes. Et qui est derrière tout ça? Je vous le donne en mille. La Golo, mon cher.
À l'heure où l'Union européenne s'apprête à autoriser la culture d'un nouveau maïs OGM, avec Tante Hilda, les enfants, eux, auront déjà fait leur choix. Il faut laisser nature libre. Un message écolo sous forme de fable, de quoi faire passer les idées aussi pour les enfants? Oui, moi j'ai pas vu le film, peut-être que j'irai le voir justement avec mes enfants. Je pense que c'est toujours bien que dans la création cinématographique ou autre, il y a différentes idées qui s'expriment. Après, bon, comme c'est dit, c'est peut-être caricatural et il faut pas en tirer non plus la conclusion que ça se passe comme ça dans la réalité. C'est une fiction. Et s'en prendre quand même à la grande industrie et l'agroalimentaire. Oui, parce que là, il y a une réalité en revanche concrète qui est qu'en effet, il y a des grandes sociétés multinationales, on le sait bien, Monsanto pour ne pas la nommer, par exemple, qui veut absolument imposer les maïs OGM ou d'autres plantes OGM envers et contre tout, c'est-à-dire envers et contre toutes les études qui pourraient alerter sur certains risques pour la santé et surtout envers et contre toutes les décisions politiques. On voit en Europe quand même ce paradoxe insupportable où le Parlement européen, avec toutes ses composantes, vote à une large majorité le refus des cultures OGM en France et en Europe, et la Commission européenne qui en fait fi et qui dit on va le faire quand même puisque au niveau des États la majorité est moins nette. Avec, on le rappelle, une loi qui sera examinée en urgence à partir de lundi prochain au Sénat justement pour interdire les OGM. C'est une bonne initiative du gouvernement. Oui, c'est une bonne initiative du gouvernement et de la majorité puisque ce seront des propositions de loi. Je pense que c'est un signal très clair qui est envoyé justement aux autorités européennes. Alors finalement, ça contrecarre parce que dans cette fable, on voit des politiques qui sont peu intéressés par l'écologie. Le président n'écoute pas Hilda, cette femme écologiste. Est-ce le cas? Est-ce que vous vous sentez écouté, les écologistes, par les hommes politiques de façon générale ou pas? Les élites françaises, je ne parlerai pas des autres pays, mais les élites françaises sont assez peu ouvertes à l'écologie, c'est évident. Vous savez, je pense qu'à l'ENA, on n'apprend pas beaucoup de choses sur l'écologie, et dans d'autres grandes écoles non plus. Bon, je pense que les choses sont en train de changer, de génération en génération, mais on vit encore avec cet héritage très lourd qui est qu'en effet, tout progrès technique est un progrès, toute découverte scientifique est un progrès, alors que ces choses-là, il faut les débattre, puis ensuite il faut voir comment on peut les mettre en œuvre. Puis en même temps, on vit, moi je crois que c'est surtout ça le problème en France, et ça l'écologie en pâtit comme d'autres, c'est qu'on vit sur l'idée qu'il faut toucher à rien. Donc on est dans le défensif. Regardez, dans le domaine économique, on est là surtout préoccupé, M. Montebourg par exemple, est surtout préoccupé de défendre les entreprises, les industries existantes, mais pas du tout de se projeter sur ce qui pourrait se développer. Dans l'énergie, on est là pour défendre le nucléaire, au lieu de se projeter vers les énergies nouvelles qui pourtant marchent, partout en France, partout en Europe. Il faudra du travail pour convaincre la majorité et le gouvernement. Et c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. Merci en tout cas d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir été l'invité de Parlement Hebdo. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Michael. Bonne semaine à tous.